Soyons honnêtes, on a tous déjà pris 5 minutes aujourd'hui qui sont devenues 30 pour faire défiler des vidéos sur TikTok ou Instagram. C'est presque un réflexe. Et ça m'amène à la question qui motive notre discussion. Pourquoi ces contenus, souvent perçus comme, superficiels, sont si puissants, si magnétiques? Est-ce que c'est une faille dans notre cerveau ou une mécanique incroyablement bien conçue? C'est un peu des deux, et c'est ça qui est fascinant. La question nous plonge directement au cœur du concept qui définit notre ère numérique, l'économie de l'attention. L'économie de l'attention, ça sonne un peu froid. Ça l'est, mais c'est pas une idée nouvelle. Dès 1971, un économiste, Herbert A. Simon, a eu cette vision presque prophétique. Il a dit que dans un monde où l'information deviendrait abondante, la vraie ressource rare, et donc précieuse, ce serait l'attention humaine. Aujourd'hui, on vit dans un déluge d'informations. Fait que les plateformes sont devenues des empires en apprenant à extraire puis à monétiser cette ressource, notre attention. Donc, notre mission aujourd'hui, si on l'accepte, c'est de passer au crible la pile de sources qu'on a ici pour vraiment comprendre les règles de ce jeu. D'un côté, décortiquer la machine, La psychologie, l'économie, la technologie derrière tout ça, et de l'autre, en extraire un véritable guide, des conseils pratiques pour les créateurs qui veulent réussir là-dedans. Se faire jouer par le système, mais l'utiliser intelligemment. D'accord, allons-y. Commençons par la base, notre cerveau. Une des sources de Capsana parle d'une recette parfaite. Ça sonne comme la cuisine, mais j'ai l'impression que les ingrédients sont un peu plus manipulateurs. C'est quoi cette recette? C'est une combinaison très fine de leviers psychologiques. Le premier ingrédient, c'est qu'on est biologiquement programmé pour chercher le plaisir et la nouveauté. La curiosité, le « ah, qu'est-ce qu'il y a après » C'est ça. Les plateformes nous offrent un buffet à volonté de stimuli imprévisibles. Le deuxième ingrédient, c'est des objectifs ultra simples. On ne demande pas de lire un livre de 300 pages. Non, juste de regarder une vidéo de 30 secondes. Exact. C'est une victoire facile, à la portée de tous, n'importe quand. Et j'imagine que chaque victoire vient avec sa petite récompense. Les j'aime, les partages. Exactement. C'est le troisième et le plus puissant ingrédient. Des retours fréquents et variables. Chaque notification, chaque like, c'est une petite décharge de dopamine. C'est le même circuit de la récompense qui est activé par, mettons, la nourriture ou l'argent. Fait qu'ils ont créé une boucle d'engagement quasi parfaite. Action simple, récompense immédiate, puis le désir de recommencer. Si on ajoute à ça l'approbation sociale, le sentiment de faire partie d'un groupe, on a une mécanique qui est très, très difficile à arrêter. OK, donc on est face à une ingénierie psychologique conçue pour nous garder captifs. Mais tout ça, c'est pas juste pour notre plaisir, j'imagine. Quel est le but économique derrière cette machine à dopamine? C'est là qu'on passe à l'économie pure et dure. L'objectif est très clair, monétiser notre temps de cerveau. Ça me rappelle cette phrase de Patrick Lelay, ancien PDG de TF1 en France. Dans les années 2000, il avait dit « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. » C'était direct. Et choquant à l'époque. Très. Aujourd'hui, c'est le modèle d'affaires de base de tout l'Internet. Le contenu court et percutant, c'est simplement l'appât le plus efficace jamais inventé pour capturer cette ressource. OK, donc on a une machine psychologique quasi parfaite et un modèle économique impitoyable. Ça donne l'impression d'être une marionnette. Si on est un créateur, est-ce qu'on est condamné à être juste un rouage dans cette machine? C'est la grande question. Puis pour y répondre, il faut comprendre le moteur de la machine, l'algorithme. Les sources parlent de son telos, son objectif ultime. C'est crucial de comprendre que ce but, c'est pas de nous éduquer ou de nous inspirer. Son seul et unique but, c'est de maximiser la rétention des utilisateurs. Pour générer des revenus publicitaires. Voilà. L'algorithme, ce n'est pas un critique d'art. C'est un gestionnaire d'attention absolument impitoyable. Mais attends, je vais être certaine de comprendre. Tu dis que l'algorithme nous enferme, mais il montre aussi des choses que j'adore. L'autre jour, mon fil était rempli de vidéos de gens qui restaurent de vieux outils rouillés. J'ai jamais cherché ça de ma vie, puis pourtant j'en ai regardé 3 de suite. L'algorithme a clairement trouvé quelque chose que j'ignorais sur moi-même. C'est pas si mal, non? c'est une excellente observation parce que ça montre la dualité de l'outil. Oui, il est incroyablement doué pour dénicher des niches, comme la restauration d'outils, mais parce que son seul critère est l'engagement, il va privilégier des facteurs formels qui n'ont rien à voir avec la qualité ou la vérité. Par exemple, le sensationnalisme, la controverse. Ça génère des réactions émotionnelles très fortes. La colère, l'indignation. Précisément, les gens cliquent, commandent, partagent, et pour l'algorithme, c'est un signal de succès. Mission accomplie. Il fait pas la différence entre un engagement sain et un engagement toxique. Aucune.
Ils voient que des chiffres. Et c'est là que la technologie devient un peu effrayante. On parle dans les sources du système monolithe de TikTok. Pour simplifier, il utilise ce qu'on appelle l'apprentissage en temps réel, le online training. OK, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'algorithme apprend de ce que vous venez de faire à la seconde près. T'hésites une demi-seconde de plus sur une vidéo de chat, le système le note et ajuste immédiatement le prochain contenu. C'est comme parler à quelqu'un qui s'adapte en temps réel à chaque micro-expression sur ton visage. C'est vertigineux. Alors, face à cette machine-là, comment un créateur peut tirer son épingle du jeu? Les stats pour 2025 sont clairs. Plus de 65 des 35-54 ans consomment des vidéos courtes chaque semaine. C'est devenu incontournable. On ne peut pas l'ignorer, et on ne devrait pas. Il ne faut pas voir l'algorithme comme un ennemi, mais comme un système avec ses propres lois, comme la gravité. On n'ignore pas la gravité pour lancer une fusée, on l'utilise à son avantage. C'est pareil ici. D'accord. Alors, c'est quoi ces lois de la physique algorithmique? J'imagine que la première, c'est la fameuse règle des 3 secondes. Honnêtement, est-ce que ce n'est pas un peu exagéré? Notre capacité d'attention a-t-elle vraiment chuté à ce point? C'est moins une chute d'attention qu'une question de compétition. Ta vidéo n'est pas en compétition avec un livre. Elle est en compétition avec le prochain scroll. La règle des 3 secondes, c'est le temps que tu as pour convaincre le cerveau de l'utilisateur que la récompense de rester est plus grande que celle de passer au suivant. Fait que l'accroche doit être immédiate. La proposition de valeur claire dès la première image. Exactement. OK? Ça a du sens. Une fois qu'on a leur attention, comment on la garde? Les sources insistent beaucoup sur l'idée d'un message clé par vidéo. C'est un exercice de discipline, tu sais. Il faut résister à la tentation de la nuance, dans ce format précis en tout cas. Voilà. Et pour faire passer ce message unique, les sources mentionnent toute l'importance de l'émotion. C'est un raccourci dans le fond. C'est un raccourci neurologique. Dans un flux infini, le cerveau n'a pas le temps d'analyser. Il réagit. L'humour, la surprise, l'émerveillement. Ce sont des signaux puissants qui disent à notre cerveau « Hey, arrête-toi, ça c'est important ». Le créateur qui gagne, c'est celui qui pirate le mieux ce système de triage émotionnel. C'est une façon assez percutante de le dire. On a donc l'accroche, le message unique, l'émotion. Il y a aussi des aspects plus techniques, comme les sous-titres. On pourrait penser que c'est un détail, mais une stat me frappait. 80% des vidéos seraient visionnées sans le son. C'est énorme. C'est non négociable. Faut penser au contexte. Les gens sont dans le bus ou bureau et ils peuvent pas mettre le son. Sans sous-titres, ton message est juste inaudible. Heureusement, aujourd'hui, des outils d'IA comme Submagic peuvent automatiser ça avec des sous-titres dynamiques. Ce qui nous amène au dernier point, l'appel à l'action. On a capté l'attention, on a fait passer un message, et maintenant? Voici la prochaine étape. Aimer, commenter, partager ou, idéalement, cliquer sur le lien dans la bio. Et c'est là qu'on arrive au cœur de la stratégie intelligente. La stratégie de synergie. L'idée que le contenu court n'est pas une fin en soi, mais plutôt un produit d'appel, un avant-goût. Exactement. Le format court, c'est la porte d'entrée. Le format long, c'est la maison où on bâtit la confiance. Le snack content est parfait pour la découverte, la portée virale, mais c'est dans les articles de blog, les vidéos YouTube complètes, les infolettres que tu peux apporter de la nuance, démontrer ton expertise. Le court attire, le long retient. C'est ça. Et les chiffres le prouvent. Une source donne un exemple assez incroyable. Sur YouTube, une chaîne qui combine stratégiquement les shorts et les vidéos longues peut multiplier son trafic par 2,8. Ce n'est pas rien. C'est la preuve que les deux formats ne sont pas en compétition, mais en collaboration. Puis avec des outils comme CapCut ou Canva Vidéo, la production n'a jamais été aussi simple. La barrière est maintenant stratégique et éthique. Justement, parlons-en. On a maintenant les outils et la stratégie pour devenir des maîtres de la capture d'attention. Mais ce pouvoir, j'imagine, qui vient avec une responsabilité. Qu'est-ce qui arrive quand tout le monde se bat avec les mêmes armes pour la même ressource? C'est là que le portrait se complexifie. On a parlé des bulles de filtre, ces chambres échos. Une des sources, une étude de Jonathan Stray, va plus loin et explique bien le mécanisme de la polarisation. Elle montre que l'incivilité et la critique partisane sont des outils extraordinairement efficaces pour générer de l'engagement. Parce que ça active des émotions fortes comme la colère et l'indignation dont tu parlais tout à l'heure. Précisément, les gens réagissent, commandent, partagent.
Du point de vue de l'algorithme, une vidéo qui divise et met les gens en colère est un succès. L'intention de l'algorithme, c'est pas de polariser la société, mais la polarisation est un effet secondaire très rentable de son objectif. C'est qui place les créateurs face à un dilemme. Si je vois que ma vidéo la plus nuancée fait 1000 vues, mais que mon coup de gueule caricatural en fait 100 000, le système m'incite directement à être plus extrême. Comment est-ce qu'on gère ça? C'est le défi central. Et la réponse, je pense, se trouve dans la vision à long terme. L'algorithme récompense l'engagement à court terme, sans se soucier de sa qualité. Mais la confiance d'une audience, elle, se construit sur le long terme. Et cette confiance repose sur la valeur, la nuance, l'intégrité. C'est un choix, des pics d'attention ou une communauté durable. Donc, concrètement, comment on peut agir de manière plus responsable? Les sources suggèrent quelques pistes. D'abord, toujours contextualiser. Même dans 30 secondes, on peut dire que c'est un extrait d'une discussion plus longue. Ensuite, utilisez l'appel à l'action intelligemment. Au lieu de juste demander un like, on peut dire « C'est un sujet complexe, pour l'argumentaire complet, le lien est dans ma bio ». On utilise l'appât pour encourager une réflexion plus approfondie. Exact. Et finalement, la transparence totale sur ses sources. Le jeu court est algorithmique, mais le jeu long, lui, il est humain. Si on résume, la domination du contenu court est loin d'être un accident. C'est la rencontre explosive entre les failles de notre psychologie, un modèle économique basé sur l'attention et des algorithmes d'une sophistication redoutable. Tout à fait. Et le conseil principal pour un créateur en 2025, ce n'est pas de bouder ce système, mais de le comprendre, pour le maîtriser. Il faut apprendre à parler la langue de l'algorithme, créer des bouchées de contenu engageantes pour attirer une audience. Mais il ne faut jamais oublier que le but ultime, c'est de guider cette audience vers des espaces où la profondeur et la confiance peuvent s'épanouir. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question pour l'avenir. Alors que les outils d'IA rendent la création de ce snack content de plus en plus facile, presque instantané, Quelles seront les compétences vraiment humaines qui permettront de se démarquer? Si une IA peut générer la vidéo virale parfaite en quelques secondes, où se trouvera la valeur ajoutée? Est-ce que ce sera dans la curation, dans la capacité à animer une communauté authentique, ou dans une forme de créativité que l'IA, du moins pour l'instant, ne peut pas encore reproduire? C'est probablement la question qui va définir la prochaine décennie de la création de contenu.